Moi honnêtement, je me suis jamais senti aussi pauvre que maintenant. Lui, c'est Tristan. À seulement 17 ans, il quitte la France grâce à un simple business en ligne créé depuis sa chambre. En quelques années, il passe de 2 000 € par mois à plus de 24 000 €, ce qui lui a permis de vivre en Suisse, en Bulgarie et aujourd'hui en Thaïlande. Mais tout ne s'est pas fait sans galère. À un moment, j'ai monté des projets en France. Tu vas au comptable, il te prend pour un rigolo. Tu vas à l'avocat, il te prend pour un rigolo. Un mépris des classes et de statut social en France que je trouve très très prononcé. Je me sens plus libre dans tous les pays hors Europe que dans les pays Europe. Je suis content de l'avoir fait jeune parce qu'aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Et c'est pour qu'il puisse nous partager son parcours, son histoire que je suis parti à sa rencontre. Si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et mettre un like. C'est parti. Alors toi, t'as quitté la France à 17 ans. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré un gars qui habitait en Suisse et on connectait beaucoup en visio en fait. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, viens habiter en Suisse, je te jure ici c'est vraiment bien, etc. Donc un expatrié lui. C'est ça. Lui avait un taf en temps plein en Suisse, tu vois. Il m'a dit, bah écoute, viens chez moi, etc. Là j'ai un nouvel appart, j'ai trois chambres, etc. Tu peux venir. Et en fait, si tu veux, j'ai dit, bah j'ai rien à faire de toute façon, tu vois, j'avais arrêté les études et je me suis dit, vas-y, let's go. Et du coup, je quittais la France comme ça et après, de fil en aiguille, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Et premier pays, la Suisse. Premier pays, la Suisse, ouais. Et là-bas, t'es arrivé comment salarié, du coup, j'imagine. Même pas, à 17 ans, tu peux pas travailler. J'avais une auto-entreprise en France. À partir de 16 ans, tu peux te faire émanciper. Du coup, tu as des comptes bancaires, tu peux facturer tes clients, etc. Et donc, si tu veux, j'avais fait cette dérogation que tu vas devant un juge pour enfants. Il t'émancipe et après tu peux ouvrir ton auto-entreprise parce que tu es officiellement majeur en fait. Et ensuite du coup auto-entrepreneur, là tu t'es expatrié, tu vivais où alors sur Suisse? Je vivais en Suisse, c'était dans le canton de Neuchâtel, dans un petit village à côté d'une ville qui fait les montres. C'était dans un appart pas très loin des montagnes quoi. Alors honnêtement on faisait que bosser, aller à la salle de sport, tout ce qu'on faisait. Tout était super cher. D'autant plus qu'en fait c'était le début de mon business, donc si tu veux, je gagnais 2 000 € par mois, peut-être même pas des fois. On s'est un petit peu à s'embrouiller avec le pote chez qui j'étais. Et en fait je pars avec ma copine de l'époque, parce que ma copine était venue aussi vivre avec nous. Sur Airbnb, quand tu louais sur un mois, ça te revenait quasiment à rien. En Europe, pour 400 € le mois, je sais pas, à Rome par exemple. Ah ouais. Donc tu avais quand même des trucs très avantageux à l'époque, c'était il y a 7 ans. Donc là tu t'es dit, allez je quitte la Suisse et un peu digital nomade j'imagine. C'est ça, digital nomade, donc revenu en ligne et si tu veux on bougeait, on faisait 2 mois ici, 1 mois ici. En vrai j'étais un clochard, j'avais un voyage cabine, un sac à dos. Ryanair tu prends des vols, ça coûte 50 balles. Que dalle, mais surtout en Europe. Ouais exactement, tu loues ton Airbnb 500 balles, je faisais à manger chez moi, j'allais de temps en temps au resto. Enfin en fait si tu veux à cette époque je devais dépenser honnêtement. En plus j'étais à deux, j'étais dans un truc relation assez égalitaire, tu vois, on splittait la bille etc. Tu payes ton logement à deux, ça coûte 800 € par mois, ça revient à 400 € par mois tu vois. Ah c'est ça. Donc si tu as ton logement 400 € par mois, 500 € ou 700 € de sortie, la bouffe, en fait pour 1500 € par mois, tu vis une vie de liberté. En itinérance, ouais. Mais c'est pas la grande richesse, c'est certain. Honnêtement, quand j'y repense aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait jeune parce qu'aujourd'hui je pourrais plus le faire. Par exemple. Tu vois aujourd'hui arriver, galérer à 1h du matin parce que tu sais, t'as pris ton billet d'avion qui était le moins cher et t'arrives à 1h du mat, tu contactes le proprio du Airbnb, dis non là je suis pas dispo, tu auras les clés demain. Et c'est comme ça qu'en fait je suis arrivé 2 ans après à me stabiliser en Bulgarie. Si tu veux, je suis parti vivre en Bulgarie parce que je me disais bon c'est cool, mais déjà en fait t'es tout le temps 1 mois ici, 2 mois là, etc. Donc si tu veux, même quand tu rencontres des gens, tu sais que tu vas repartir. Quand des gens te rencontrent, ils savent que tu vas repartir aussi. Donc si tu veux, l'intensité de la relation est plus faible. Et en plus de ça, en fait, t'as pas d'endroit, t'as pas tes lieux, t'as pas ta salle de sport où t'as tes habitudes. Et en fait, t'es tout le temps perpétuellement en train de te réinventer. Pour la situation fiscale aussi, bah tu sais, en fait, je facturais tout en France, mais je commençais à déplacer les plafonds micro-entreprises sans TVA, machin. Et c'était quoi ton business alors de départ? Le tout premier, en fait, c'est un business que j'avais commencé à 15 ans. Ou si tu veux, j'avais alors c'est un business un peu mesquin, enfin c'est pas mesquin en soi. En fait, si tu veux, j'avais trouvé un robot que je payais 25 € par mois et qui automatisait la publication sur Instagram. À l'époque, tu payais un community manager, genre tu payais un mec 3 000 € pour qu'il mette une alarme sur son téléphone et que mardi à 17 h il poste, tu vois. Ouais, il n'y avait pas de logiciel. Et en fait, je faisais payer 20 ou 30 € par mois pour gérer ton compte. En fait, tu m'envoyais tous tes posts, je les programmais dans le logiciel et c'était tout. Donc déjà, j'ai l'impression d'avoir trouvé la faille de l'année. Aujourd'hui, je me dis, mais quel business de merde, tu vois. Comme quoi, tu peux démarrer avec tout. Hein. Tu peux démarrer avec tout. Tu t'installes à Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? Alors la Bulgarie, honnêtement, c'était purement fiscal à cette période-là. Et si tu veux, en plus, j'étais avec ma copine de l'époque, on était aux Canaries, appartement vu sur la mer, on allait sur la plage le matin, c'était vraiment le cadre idyllique. Et je peux te dire que ma meuf de l'époque a un petit peu tiré la gueule quand je lui ai dit ouais, on va déménager en Bulgarie puisque on va économiser tant d'argent, machin et tout. Et le coût de la vie était pas cher. Donc j'avais coût de la vie pas cher et fiscalité faible. Donc si tu veux, pour moi, j'y étais allé en me disant je vais serrer les fesses pendant 2 ans, mais l'argent que je vais sortir en économisant sur la fiscalité et sur la prise de tête, parce que c'est surtout ça, c'est qu'en Bulgarie, en fait, t'as beaucoup moins de prise de tête administrative qu'en France, par exemple. Alors je me suis dit tout ce que je vais économiser, ça va valoir le coup de se faire chier pendant 2 ans, tu vois. Et en fait, on y allait, on a bien aimé quoi. C'est pas si mal. C'est pas si horrible, hein, franchement. C'est pas si horrible. C'est un pays où si tu veux, les gens vont pas être par exemple sympathiques comme en Thaïlande. Mais après en Thaïlande, tu vas rencontrer même un Thaï ou une Thaï, tu vas parler 1 heure avec elle ou avec lui et tu vas te dire putain il est super sympa ce mec, trop gentil machin.
mais tu l'appelles 2 semaines après et il s'est plus quitté quoi. Alors qu'en Bulgarie, à l'inverse, tu vas parler 1 heure avec un mec, il va être froid, tu vas le revoir une 2e fois, il va être froid, tu vas le revoir une 3e fois, il va t'inviter chez lui, et la 4e fois où il t'invite chez lui, après c'est bon, t'es mec de la famille quoi. Je suis sûr, moi quand je vais, là je suis repassé cet été en Bulgarie, j'ai dit à mes potes là-bas que je passais en Bulgarie, tout le monde m'a proposé de dormir chez lui. Wow. Tout le monde m'a dit ah bah j'ai un 2e appartement, si tu veux je te le laisse. Mon pote bulgare, il m'a filé son appartement, il allait chez ses parents pendant une semaine, il m'a filé son appartement. C'est beaucoup des hommes de parole aussi, ce que tu vas pas avoir, surtout quand tu es en Asie, tu vois. Population des expatriés en Asie, j'ai jamais vu autant de mecs se la mettre financièrement. Ah ouais, j'ai jamais vu autant de mecs pas fiables, tu lui dis ouais on se voit à telle heure, il te rappelle 2 heures après, il fait ah ouais finalement je sais pas quoi. Et donc tu as fait 2-3 ans en Bulgarie? Ouais c'est ça. Je suis arrivé en Bulgarie en été 2021. Ok. Et je suis parti définitivement, tu vois, j'ai pas clôturé mes sociétés, mais je les ai mis en sommeil il y a 2 ans à peu près. Selon moi, c'est la bonne manière. Tu vois, quand j'ai des clients, parce que tu sais, j'avais le business aussi d'expatriation en Bulgarie, ouais. J'ai souvent des clients qui me disent, en fait, ont partagé soit entre pays de l'Est, soit pays d'Asie. Ah ouais. Et moi, pays de l'Est, quand ils me disent, ouais, je veux m'installer, etc., je leur dis, bah, tu vires tout ce que tu as en France et tu t'installes là-bas. Au pire, tu reviens. Mais pour l'Asie, je suis beaucoup plus précautionneux. Je leur dis, va d'abord tester 3 mois parce que c'est vraiment spécifique. Soit tu aimes et tu t'installes, soit tu détestes. Soit tu penses au début que tu aimes bien, puis tu vas vivre 6 mois et tu te dis non mais au bout d'un moment les mecs qui savent pas conduire, qui mettent pas leur clignot, moi ça me tend quoi. Et donc si tu veux, t'as pas vraiment de juste milieu avec l'Asie, alors qu'en Europe de l'Est, t'as pas de grands changements quoi. T'as vraiment pas de grands changements par rapport à la France. Donc après la Bulgarie, tu t'es installé en Thaïlande. Si tu veux, en Bulgarie, moi ce qui commençait en fait, je suis parti de la Bulgarie parce que je trouvais que c'était trop petit, tu vois. T'as que 5 millions de personnes en Bulgarie, donc t'as vite fait le tour. Je trouvais qu'ici, il y avait pas mal d'énergie, surtout à l'époque. Et je suis arrivé en fait juste post-Covid. C'était vraiment la belle époque post-Covid en Thaïlande. La première fois que je suis arrivé en Thaïlande, c'était vraiment fin de Covid. J'ai fait un camp de boxe thaï de 2 mois à Krabi. Et pour moi, Krabi, c'était désert. En fait, dans ma tête, Krabi, c'était des plages magnifiques avec personne, le plan incroyable, tu vois. Et je fais 2 mois de camp de boxe dans la jungle là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que Krabi, c'était hyper touristique. Et le reste de l'année, en saison haute, normalement, c'est vraiment full de touristes. Mais en post-Covid, il n'y avait personne. Les prix, c'était beaucoup moins cher. Les gens, je trouve, étaient beaucoup plus sympathiques qu'en période normale, en fait, quand il y a tous les touristes, etc. Donc moi, j'avais vraiment beaucoup aimé à ce moment-là. Et pourquoi tu t'es installé en Thaïlande après la Bulgarie? C'est vraiment de l'opposé même. Tu aurais pu aller n'importe où, en fait. Si tu veux, en Thaïlande, moi, j'ai bien aimé la facilité de vivre. Tu vois, tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais, quand tu le voulais. En termes de logistique, c'est magnifique. Tu peux te faire livrer tout à n'importe quelle heure, te déplacer partout à n'importe quelle heure. Et en fait, j'avais déjà fait quasiment tous les pays d'Europe en voyage. Et donc l'idée c'était d'aller aussi explorer un peu plus le pôle Asie. Tu dois vivre toute ta vie ici en Thaïlande? Non, du tout. Ouais. En fait, si tu veux, je le vois comme une période transitoire. J'ai tout structuré, si tu veux, ma vie administrative, fiscale et personnelle ici. Okay. Donc déjà, ça met un certain temps, tu sais, tu as une certaine inertie le temps de se déplacer. Moi, le vrai problème, selon moi, de la Thaïlande, c'est plus une projection où je me dis si je veux des enfants, par exemple, tu vois. Si je veux des enfants, tous les côtés des gènes que tu vas trouver de la Thaïlande, qui sont un peu exotiques, un peu marrants. Si tu veux, à titre personnel, aujourd'hui, ça me dérange pas parce que je les occulte. Mais tu vois, j'ai pas envie que mon gosse il grandisse et qu'il ait... Ouais, c'est hardcore ce que je veux dire. Alors là, la subtilité pour l'expliquer. Putain. Tu peux dire, en Thaïlande, ils sont très ouverts d'esprit, quoi. Et t'as pas envie que tes enfants soient si ouverts que ça. Après avoir passé tout ce temps hors de France, est-ce que tu te verrais revivre en France? En fait, si tu veux, s'ils passent les impôts à un seuil tolérable, genre je sais pas, 10-20%, qu'il n'y a aucun problème de sécurité, que les routes sont bien et qu'ils mettent des 7-Eleven à tous les 500 mètres, ouais, si tu veux, pourquoi pas, je déménagerai, mais ça n'arrivera pas, quoi. Donc c'est que c'est devenu en fait très contraignant de vivre en France. Toutes les lois administratives, s'ils dégageaient tout, pourquoi pas. Mais là, en l'état, je me sens plus libre dans tous les pays hors Europe que dans les pays Europe. C'est l'une des raisons aussi qui fait que j'ai quitté la Bulgarie, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, c'est très possible que je crée des entreprises en France, parce que tu vois, j'ai une bonne connaissance d'un certain secteur d'activité qui nécessite d'être en France. Et c'est fort probable que je crée une entreprise en France et que je paye mes impôts en France, etc. à titre de l'entreprise, mais qu'à titre personnel, je réside à l'étranger, tu vois. Tu vois, déjà, j'aime pas forcément la mentalité des gens, tu vois. Je trouve qu'il n'y a rien à faire. Si tu veux, même tu veux dépenser ton argent en France, c'est même pas une question d'argent, tu vois. Je trouve que déjà, c'est super cher, mais même tu veux dépenser ton argent en France, tu fais quoi? Tu fais quoi, je sais pas, tout ferme à 22h. Tu donnerais quel conseil à une personne qui veut s'expatrier et qui se dit, tiens, je ne sais pas où aller? Airbnb, 1 mois, 2 mois. Je pense qu'en 1 semaine ou 10 jours, c'est très compliqué de savoir. Tu vois, même moi, par exemple, quand j'étais allé à Dubaï, je suis allé pendant une dizaine de jours. Sur les 5 premiers jours, je détestais. Je comprenais pas le concept. Je trouvais que c'était trop, tu sais, les meufs avec les lèvres refaites, les machins, les Lamborghini, les trucs. Et en fait, au bout de 5 jours et après plusieurs rendez-vous, je me suis dit, waouh, le niveau intellectuel des gens là-bas est vraiment surélevé. C'est-à-dire que j'ai rencontré plus de gens très pertinents en affaires en 10 jours à Dubaï
vécu en 3 ans de Thaïlande. Si tu veux, je me suis dit, wow, l'écart est tellement important que ça peut être intéressant de vivre là-bas 1 an ou 2 par exemple. Tu vois. En fait, tu restes selon moi 1 mois ou 2, ce qui te permet de te mettre dans une posture de personne qui habite là-bas. Parce que tu sais, t'es 2 semaines en Thaïlande, tu te dis non mais c'est incroyable, etc. T'as un véhicule en Thaïlande et c'est toi qui conduis, c'est différent par exemple. C'est l'un des plus gros points noirs que je vois à la Thaïlande. Bah d'ailleurs, c'est quoi alors les inconvénients de l'expatriation? Bah, les inconvénients de l'expatriation, c'est que t'es pas chez toi, tu vois. Déjà, c'est une première chose. C'est beaucoup plus difficile si tu veux de te créer un tissu social et de rencontrer des gens pertinents et de connecter avec eux. T'as pas la même culture, t'as pas le même langage souvent. Donc tu parles dans ton second langage maternel, donc c'est pas forcément le plus évident. Tu disais que toi, l'expatriation, tu considères qu'on est client d'un État. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Ouais, carrément. Donc si tu veux, pour le préliminaire de ce propos, en fait, on disait que tu avais différents types de personnes qui s'expatriaient et qu'il y a encore 5-10 ans, l'expatriation, c'était quand même un peu un truc de loser, soit qui n'arrivait pas à obtenir quelque chose dans sa vie et qui en fait partait de son pays. Dans notre pays. Ouais, c'est ça. Tu avais une réussite économique en France ou en Europe qui était faible et du coup tu partais dans un autre pays dans lequel pour le même pouvoir d'achat tu pouvais avoir un truc de fou et une maison avec piscine, tu vois. C'était un peu ça l'expatriation il y a 10 ans et aujourd'hui j'ai un peu quand même l'impression que ça change avec en fait les gens qui se disent de plus en plus bah de toute façon peu importe où je suis, je vais devoir envoyer de l'impôt, je vais devoir envoyer de la TVA, je vais devoir envoyer mon talent ou mon énergie financière et du coup je cherche une juridiction qui est la plus sympathique avec moi quoi. Celle qui me prend le moins la tête, celle sur laquelle j'ai accès au plus de services possible et sur là Dubaï c'est ça. Ils te disent 0% d'impôt, vous allez avoir la meilleure bouffe peu importe le pays d'où tu viens, t'es indien, t'as les meilleurs restaurants indiens, t'es chinois, t'as les meilleurs restos chinois. Tu peux manger tout au mieux et donc t'as une qualité de service incroyable et le pays a explosé. Et t'as tout un tas de juridictions, mais même en Europe, hein, Portugal, Italie, toutes ces juridictions-là. Italie, tu le mettrais? Ah ouais? Ouais. Je vais acheter l'année prochaine une maison en Italie qui sera une maison de vacances en Europe parce que je trouve qu'il y a des coins très sympas. C'est typiquement du clientélisme pour les gens riches ou pour les gens qui ont réussi leur vie. Et ça, avant, en expatriation, ça n'existait pas du tout, quoi. Et le problème, justement, c'est que bah, du coup, la France perd les cerveaux français et elle, au lieu de se dire on va apporter plus de valeur pour que les gens restent dans le pays ou reviennent dans le pays, ah non, ils se disent bah on va les taxer plus, faire encore moins au niveau de la sécurité, ne serait-ce que pour le logement. C'est infernal de trouver un appartement et en plus, ça va être un appartement qui va être bidon. Ouais. Tu vas en Europe de l'Est, tu as des appartements de malades dans une capitale pour le prix d'une chambre de bonne à Paris. Et on ne demande pas de documents. Ce qui m'a choqué même quand je suis arrivé en Bulgarie, je te dis j'étais vraiment jeune, je faisais même beaucoup plus jeune. Tu vois, là par exemple, tu pourrais dire que j'ai 30 ans, ça te choquerait pas, tu vois. Mais je faisais beaucoup plus jeune. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'en France, tu as quand même un certain mépris, par exemple, des jeunes. Et moi, j'ai des potes qui, à Sofia, ont loué un appartement de mémoire à 3 ou 4 000 euros par mois, qui était d'ailleurs l'un des meilleurs appartements de Sofia, tu sais. Loft. 3-4 000, t'es au summum du summum de Sofia. Ouais, t'as l'un des meilleurs trucs. Et c'était 3 mecs en coloc de 22 ans. Et le proprio, il a fait ah ouais, ok, va louer à 3, même. En fait, tu vas te faire jeter, tu vois. Bah oui. Même si tu peux payer, même si t'as les fiches de paye et tout, ils vont pas te prendre, ils vont prendre un. En fait, si tu veux, t'as quand même un mépris des classes et de statut social en France que je trouve très très prononcé. À un moment, j'ai monté des projets en France, j'en ai monté même 2 entreprises, des vraies entreprises en France. Tu vas au comptable, il te prend pour un rigolo. Tu vas à l'avocat, il te prend pour un rigolo. Tu veux faire du business avec ton comptable, il va te regarder, il va te erroner, tu vois. Moi, en Bulgarie, je suis arrivé. Je dis, ouais, j'ai 21 ans, regarde les chiffres, je gagne ça, je fais ça de telle manière, etc. Mon avocate, elle m'a pris au sérieux. Elle s'est pas dit à un moment, ah ouais, bon, il a 21 ans, quand même, c'est un trou de balle, tu vois. Alors qu'en France, t'as vraiment ça à la fois pour les jeunes, mais à la fois pour le statut social ou le quartier d'où tu viens. Ou tu vois, moi, j'ai des clients qui sont en France, qui ont des gros cabinets, etc., qui envoient. Mais ne serait-ce qu'intellectuellement, en termes de salariés, en termes de compétences et en termes de chiffre d'affaires. Et ils habitent dans le 93, ils se font jeter, quoi. C'est des pouilleux. Comment t'expliques qu'à 24 ans, tu aies quand même cette maturité d'esprit, que tu aies quand même monté des entreprises, etc. C'est pour ça que je dis, à mon avis, beaucoup vont dire ah bah non, c'est un menteur, c'est pas possible, c'est ci, c'est ça. Ouais. Donc comment t'expliques ça? Parce que la plupart des jeunes qui ont 24 ans, je pense, sont pas du tout dans ton état d'esprit à toi. Hein. Ouais, après c'est l'individualité de chacun, tu vois. Objectivement, alors. Quand j'avais 17 ans, j'étais content parce que tout le monde me sauçait. Putain, t'as 17 ans, tu fais ça. Je trouve que mes accomplissements sont assez faibles par rapport à d'autres personnes, tu vois. T'as des mecs qui ont 23 ans qui ont fait des trucs de fou. Ouais. Même, tu regardes, je sais pas, le fondateur de Telegram, il est jeune, je sais plus quel âge il a. Le mec, si tu veux, quand il avait mon âge, il avait créé VK ou c'était le Facebook. Parce que je sais pas, je suis un clochard en vrai. Ouais. La réalité, c'est qu'honnêtement, ouais, je suis un pouilleux. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bien ce que je fais. Enfin, ça reste sommairement bien par rapport à d'où je viens, ce que je fais, la manière dont je l'ai fait, etc. Puis comparément à d'autres jeunes de 24 ans, si tu fais la moyenne des jeunes de 24 ans. Mais en fait, ça dépend à qui tu te compares, tu vois. Moi honnêtement, je me suis jamais senti aussi pauvre que maintenant. Peut-être attendre un peu, hein. Concrètement, ton business, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait de la qualité. En fait, on est compliance advisor. C'est trop dur. Non, je m'attendais pas à de la qualité, quoi. Ok, d'accord.
Vas-y, on fait de la merde. Ah ouais, tu sais qui dirait ça. Non mais c'est pas ça. C'est en fait t'as le secteur de la qualité. Le secteur de la qualité. Ouais. C'est quoi ça? En gros, tu vois, cette table pour être mise sur le marché, elle doit avoir une licence. Et en fait, le licence, c'est pas l'avocat qui te l'obtient, c'est pas le comptable, c'est un inspecteur qualité, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et en fait, par exemple, pareil, pour qu'une boîte soit cotée en bourse, il faut que ses process, si tu veux, soient nickel. Et c'est de la qualité. On appelle ça de la qualité, c'est pas genre. Ah ouais, parce que je croyais que tu disais c'est de la qualité. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il précise que ce qu'il fait c'est de la qualité? Moi je fais de la qualité. Hein. Ah les guignols qui. Mais calme-toi Tristan, enfin tout de même. Tu recommanderais quoi comme business pour une personne qui veut démarrer? Ok, le mec il a rien, il a rien, vraiment broki zéro. Bah fais pas de business. Non mais après si tu veux, si t'as rien à apporter, tu fais pas de business. Moi je te dirais, t'as 17-18 ans, cherche pas à monter une entreprise, cherche à obtenir des compétences, des vraies compétences. Et en plus, si tu peux, cherche à obtenir un avantage unfair sur le marché, quelque chose que d'autres personnes peuvent pas te prendre, qui est vraiment très spécifique, tu vois. Et ça en général c'est soit le réseau, soit une licence, tu vois. Par exemple aujourd'hui t'es médecin, t'as entre guillemets une licence de médecin. Et du coup juste tu t'installes ton cabinet médical, tu gagnes beaucoup d'argent. Et en fait des secteurs comme ça, il y en a plein, il y en a dans l'énergie, il y en a dans le légal, le paralégal, etc. Et ça c'est selon moi les meilleurs business, parce que t'en auras toujours besoin. Moi c'est un business dans lequel je suis, qui est si tu veux entre la comptabilité et le juridique, et c'est une très bonne niche, en tout cas dans mon secteur d'activité.